Au 5e siècle, l'Empire romain s'écroule, mais la nature a horreur du vide, il sera remplacé par les royaumes germaniques. On a vu dans les capsules précédentes à quel point l'Empire romain s'était étendu pour devenir un élément politique et géographique exceptionnel avec de nombreux legs au niveau de la civilisation. Malheureusement, cette civilisation, cet empire va éventuellement s'éteindre, il va s'effondrer. En fait, plus exactement, c'est la portion occidentale de l'Empire romain d'Occident, sur lequel on reviendra. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, mais pourquoi l'Empire romain d'Occident s'effondre? Depuis plus de 2 siècles, de nombreux historiens se sont posé cette question et plusieurs ont essayé de trouver des réponses, souvent des réponses uniques. Alors certains ont blâmé la religion, d'autres ont trouvé des prétextes militaires, d'autres ont vu des causes sociales, économiques à la chute de l'Empire romain. Certains ont même prétendu que la population romaine avait été contaminée au plomb, etc. De nombreuses explications existent pour la chute de l'Empire romain, mais le fait est que il n'y a probablement pas une explication unique, mais des explications, des théories qui, conjuguées ensemble, expliquent relativement bien pourquoi un empire aussi immense et aussi solide que l'Empire romain a pu s'effondrer. Évidemment, on parle ici tout le temps de l'Empire romain d'Occident, parce que l'Empire romain d'Orient va, lui, poursuivre sa route pendant encore plusieurs siècles. Mais parmi les causes de la chute de Rome, on évoque parfois les causes religieuses. Alors, le christianisme, aux yeux de certains, aurait occasionné la chute de l'Empire. Il aurait notamment occasionné la fin du culte impérial qui unissait l'ensemble des Romains sous la personne de l'empereur. D'autres disent que les évêques étaient intéressés d'abord au salut de l'âme et on dévalorisait le quotidien. Certains ont même dit et c'est une explication qui est souvent évoquée, que les soldats romains qui étaient maintenant chrétiens refusaient de combattre car un de leurs principaux commandements venant de Dieu était de ne pas tuer. Alors, on a évoqué souvent cette possibilité. Cela dit, j'ai du mal à adhérer à des causes véritablement religieuses, particulièrement celles des soldats qui refusent de se battre. Certainement qu'il y a eu des soldats qui n'ont pas voulu se battre, mais ceux-ci étaient probablement une minorité. On a bien vu que à l'époque chrétienne, il y a eu les croisades, il y a eu toutes sortes d'actions de la part de chrétiens qui ont commis des violences. Alors, les religions qui prétendent interdire la violence sont souvent coupables elles-mêmes de propager cette violence. Et l'Église chrétienne n'en fait pas exception. Alors, il faut savoir aussi que le christianisme à la fin de l'Empire romain était une religion qui s'était répandue de façon un peu automatique sur l'ensemble de l'Empire. Et de ce fait, beaucoup de chrétiens n'étaient chrétiens que de nom, contrairement aux premiers chrétiens au tout début qui avaient une démarche spirituelle, suivaient une démarche spirituelle pour devenir chrétiens. Alors que les premiers chrétiens étaient des chrétiens extrêmement convaincus, ceux de l'époque de la fin de l'Empire romain ne sont pas tous de cet acabit. Alors, plusieurs ont adopté tout simplement par consensus la religion dominante. De ce fait, la religion chrétienne a peut-être joué un rôle dans la chute de l'Empire romain, mais pas aussi prépondérant que certains historiens l'ont prétendu dans le passé. Mais il y a aussi des causes socio-économiques qui sont peut-être plus sérieuses pour évoquer la chute de l'Empire romain. Il faut savoir qu'à la fin de l'Empire romain, la fiscalité était très lourde et étouffait non seulement les pauvres, mais les riches également. Et comme les riches jouent un rôle majeur dans le maintien de la société par le fait que c'est eux qui payaient les routes, les temples, et tous les édifices publics, le fait que les riches avaient du mal à joindre les deux bouts eux aussi, ça va provoquer évidemment un certain marasme économique qui a nui à la cause romaine. Il y a le fait aussi que l'économie romaine a longtemps vécu au-dessus de ses moyens. L'Empire romain, à ses débuts, est extrêmement riche du fait qu'il avait conquis, dans un temps relativement court, de nombreux royaumes dont ils ont pompé les richesses, des richesses accumulées souvent depuis des siècles.
mais après une bonne période durant laquelle les Romains ont pu vivre au-dessus de leurs moyens, et le fait de ne pas continuer les conquêtes a fait en sorte que les Romains ont fini par manquer de liquidité. Et il y a aussi le problème que les Romains n'ont jamais vraiment développé de nouveaux moyens de production. Alors, le travail se faisait encore à la fin de l'Empire romain de façon artisanale. On comptait encore beaucoup sur des esclaves, le travail manuel des esclaves. Or, les esclaves sont rarement des travailleurs très appliqués, très motivés du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir dans l'esclavage. Donc, les moyens de production dans l'Empire romain étaient relativement faibles, relativement peu productifs, et de ce fait, l'économie romaine a toujours été faible. Et comme une grande partie du budget de l'État allait à la conservation de l'Empire romain en protégeant les frontières, des frontières de plus en plus menacées par des invasions barbares. De ce fait, la protection de l'Empire a pesé beaucoup sur l'économie romaine également. D'autre part, il ne faut pas non plus oublier le fait que l'Empire romain, vers la fin, était devenu un système totalitaire et répressif, hein, où est-ce qu'on a un empereur qui règne de façon quasi divine sur l'ensemble de la population et qui, donc, ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, non seulement aux élites, mais à la population de façon plus générale. D'autre part, certains secteurs de l'économie étaient en sérieuse difficulté, notamment la boulangerie. Alors, on avait toujours besoin de pain, mais comme la politique des empereurs était de garder toujours bas le prix du pain, on commençait à manquer de gens qui voulaient devenir boulanger vu que le métier n'était pas rentable. Alors, certains de ces métiers, comme celui de boulanger, sont devenus des métiers fermés, c'est-à-dire que l'empereur a fini par ordonner que les fils de boulanger allaient devenir boulangers à leur tour, ce qui amenait chez ces gens peu de motivation de façon générale, vu que le métier leur était imposé, et peu d'espoir dans l'avenir de la profession. Alors, c'était la même chose pour les soldats. Il y avait de moins en moins de gens qui avaient la vocation militaire. Alors, les fils de soldats devenaient soldats à leur tour. Évidemment, dans ces cas-là, avec le manque de liberté et le manque de déplacement d'un métier à l'autre, ces métiers-là se sont sclérosés et ont fait en sorte que l'Empire manquait de dynamisme vers la fin. Et je parlais des militaires, l'armée est forcément en déclin vers la fin de l'Empire romain. Il y a peu de gens qui s'intéressent à la défense de l'Empire romain pour toutes sortes de raisons. Et donc, le citoyen romain, de façon générale, n'a plus beaucoup d'intérêt dans l'armée et on recourt de plus en plus à ce moment-là à des mercenaires étrangers, donc des soldats étrangers qu'on paye pour défendre l'Empire. Et de ce fait, on va engager de plus en plus de soldats barbares pour lutter contre les barbares qui menacent l'Empire. C'était une façon comme une autre de faire entrer le ver dans la pomme. Alors, éventuellement, l'armée romaine ne répondra plus aux besoins de l'Empire et les portes de l'Empire vont s'effondrer face aux menaces ennemies. Il faut dire qu'à l'époque, l'Empire romain était sous pression. Alors, il y avait des migrations de plusieurs peuples germaniques, que ce soit les Visigoths, les Ostrogoths, les Lombards, les Francs, les Angles, les Saxons. Tous ces gens-là étaient en migration et comme il y avait d'autres peuples en migration derrière eux qui leur posaient de la pression et qui se heurtaient aux frontières de l'Empire romain, la pression a commencé à être de plus en plus forte sur les frontières de l'Empire romain. Mais ces invasions dont nous parlons n'auront lieu que dans la portion occidentale de l'Empire romain. On a vu précédemment que l'empereur Constantin s'était distingué en devenant le premier empereur chrétien dans l'histoire romaine. Mais on lui doit également une autre décision lourde de conséquences, c'est qu'il a fini par fonder une deuxième Rome qui va porter son nom, Constantinople. Alors pour ce faire, il va choisir une ville qui s'appelait Byzance, une ville assez ancienne, mais qu'il va rebâtir en grande et à qui va fournir un Capitole, un Sénat et tout ce qui faisait l'originalité de la ville de Rome. Pourquoi
cette initiative de la part de Constantin, c'est que l'Empire romain est très étendu et il est très difficile à gouverner à partir de Rome seulement. Alors le fait d'avoir deux capitales va aider à la gestion et à la gouvernance de l'Empire romain. Alors à partir de Constantin, il y aura désormais deux capitales, Rome et Constantinople. Rome qui va être à la tête de la portion occidentale de l'Empire et Constantinople qui va être à la tête de la portion orientale de l'Empire. Et plus tard, à la mort d'un autre empereur qui s'appelait Théodose Ier, en 395, ces deux fils qui ne s'entendent guère vont finir par se séparer l'Empire entre eux. Alors l'un d'entre eux va hériter de l'Empire romain d'Occident et l'autre va hériter de l'Empire romain d'Orient. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une scission au sein de l'Empire romain et que l'Empire est séparé, mais ça sera la dernière, dans la mesure où l'Empire romain d'Orient va vivre encore de nombreuses années et ne va s'effondrer ultimement qu'en 1453, mais l'Empire romain d'Occident, lui, aura un autre destin. Dès le début du siècle suivant, l'Empire romain d'Occident va s'effondrer. Alors, que va-t-il se passer? En fait, on a vu à quel point l'Empire romain d'Occident était sous pression avec ces peuples barbares qui sont en migration et qui se heurtent aux frontières de l'Empire romain d'Occident. Eh bien, le 31 décembre 406, il va se passer quelque chose d'exceptionnel. Déjà, ce soir-là, il fait froid, extrêmement froid. Et de ce fait, le Rhin, qui est le fleuve qui est la frontière officielle de l'Empire romain, ce fleuve qui ne gèle jamais, va geler ce soir-là. Et les barbares qui sont sur l'autre rive du Rhin vont réussir à traverser. Et ils vont déferler au sein de l'Empire romain. Et plus personne n'est capable de s'opposer à eux, et peu à peu, les différentes régions de l'Empire romain tombent sous le contrôle de ces plusieurs rois barbares. Et en 410, l'impensable advient, la ville de Rome est prise par les barbares en la personne d'Aléric, le roi des Goths. Cette prise de Rome occasionnera une onde de choc dans tout l'Empire romain et c'est le début de la fin. Plusieurs historiens considèrent que la fin de l'Empire romain coïncide avec cette prise de Rome en 410, mais d'autres considèrent que l'Empire romain a survécu jusqu'en 476. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des empereurs romains qui ont continué à occuper le trône jusqu'en 476 après Jésus-Christ. Mais il faut bien savoir que ces empereurs étaient des empereurs fantoches, des empereurs contrôlés par les rois barbares qui leur disaient quoi faire. Alors, est-ce que l'Empire romain est mort en 410 ou en 476? C'est une question de point de vue. Le fait est que dès 410, l'Empire romain ne sera plus jamais le même. Et en 476, le dernier empereur romain est déposé, on l'invite à prendre sa retraite et de ce fait, à partir de ce moment-là, il n'y aura plus d'empereur romain. Et c'est là que commence une nouvelle période avec la fin de l'Empire romain, naît une période qu'on considère souvent comme intermédiaire et qu'on appelle de ce fait le Moyen Âge. Un âge qui n'a pas été aussi moyen qu'on l'a prétendu, mais qui va amener quand même au début une période de déclin à bien des égards. Donc, on assiste à l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Et à la place, dans les différentes régions de cet ancien empire, on va retrouver de nouveaux royaumes qui vont s'établir. C'est ce qu'on va appeler les royaumes germaniques. C'est que plusieurs peuples d'origine germanique entrent dans l'Empire romain. Alors, les Vandales, entre autres, vont réussir à se rendre jusqu'en Espagne et de là vont rejoindre l'Afrique, où ils vont fonder un royaume temporaire qui va être éventuellement détruit par les Byzantins. Mais il y a également les Suèves qui occupent l'Espagne, la région occidentale de l'Espagne. Les Goths également vont se rendre jusqu'en Espagne, d'autres vont se rendre jusqu'en Italie, les Visigoths, les Ostrogoths, et plus tard, les Lombards vont occuper le nord de l'Italie. Les Francs, eux, vont occuper ce qui va devenir la France, qu'on appelle à l'époque la Gaule. Les Angles et les Saxons, quant à eux, vont envahir la Bretagne, ce qui va devenir plus tard l'Angleterre, le monde anglo-saxon. Donc, de ce fait, ces différentes régions sont maintenant occupées par des rois d'origine germanique à la tête de leur peuple.
Mais qui sont ces peuples germaniques, les Germains comme on les appelle? Ben, il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'une seule organisation ni d'un seul peuple, comme le prouve d'ailleurs la multitude de royaumes qui vont survivre à l'Empire romain. Donc, il s'agit d'un ensemble de peuples disparates, différents, mais de commune origine. Ils sont tous indo-européens, ils ont tous un fond germanique dans leur façon de s'exprimer dans leur langue. Mais cependant, tous ces peuples germaniques présentent certains éléments communs entre eux. Entre autres, ces peuples germaniques forment des sociétés démocratiques ou pyramidales. Je m'explique. C'est qu'évidemment, il s'agit non pas de démocratie au sens où on l'entend de nos jours, mais des démocraties de guerriers. Et ces guerriers forment le sommet d'une pyramide où se trouvent en dessous des paysans et des esclaves. Et de ce fait, donc, ils ont une structure sociétale qui est assez différente de celle de l'Empire romain. D'autre part, pendant longtemps, ces différents peuples germaniques ne formaient pas des royaumes, ils formaient des fédérations de tribus, parce que pendant longtemps, ces différents peuples n'occupaient pas des territoires permanents. Ils vont éventuellement se former en monarchie, mais ces monarchies viennent avec les conquêtes militaires au sein de l'Empire romain et ces différents peuples germaniques vont se fixer sur un territoire, ils vont se sédentariser. Et il faut savoir que ces différents peuples germaniques, que ce soit les Francs, les Burgondes, les Goths ou tous les autres, eh bien, ce sont des peuples qui ne connaissent pas la ville. Alors, pendant longtemps, il s'agissait de peuples semi-nomades qui ne se fixaient pas longtemps sur un territoire donné. Alors, ces gens-là connaissent très peu la ville et s'en méfient. Alors, le monde qui va suivre la chute de l'Empire romain, ça va être un monde qui va vivre essentiellement sans la ville. Autre élément commun à l'ensemble de ces peuples, ce sont des peuples qui ne connaissent pas l'écriture, à part peut-être l'écriture runique qui est de nature essentiellement religieuse et magique. Mais cette écriture ne sert pas à l'administration ni à la littérature. D'autre part, les peuples germaniques s'habillent de façon très caractéristique. Alors donc, c'est une société très différente de celle des sociétés méditerranéennes. Alors, ils portent des pantalons qu'on appelle des braies, alors que les Méditerranéens, comme les Romains ou les Grecs, portaient des tuniques. Donc, on a affaire ici à un peuple très différent, qui ne connaît pas la ville, qui ne connaît pas l'écriture et qui s'habille de façon très différente et qui a une alimentation, comme on le verra, qui est très différente. Alors, on assiste à une rupture très importante avec les invasions des peuples germaniques. D'autre part, cette émergence des nouveaux royaumes germaniques va occasionner des changements politiques et sociaux tout à fait exceptionnels. D'une part, justement, la création de ces royaumes est un changement radical pour les peuples germaniques qui viennent de s'installer. Eux qui formaient autrefois des fédérations de tribus sans territoire fixe, ils se fixent désormais sur un territoire et les rois qui autrefois n'étaient que des généraux au moment où ils étaient en guerre, ces rois-là deviennent des monarques, des véritables chefs d'État permanents. Et donc, pour les Germains eux-mêmes, c'est un changement extrêmement important. Et tout ça, ça amène des changements considérables au niveau du droit. Autrefois, avant l'émergence de ces nouveaux royaumes, il n'y avait qu'un seul système de droit, le droit romain, qui s'appliquait dans l'ensemble de l'Empire romain. Mais désormais, on applique des droits différents selon les régions. Et ça va même plus loin, dans la mesure où est-ce que autrefois dans l'Empire romain, on avait un droit qui était de nature territoriale. C'est quoi un droit territorial? C'est un peu comme de nos jours dans tous les pays du monde, c'est que dans un territoire donné, on applique un système de loi. Alors, mettons qu'on est au Québec et qu'un Américain vient commettre un crime au Québec même, il va être jugé selon la loi des Québécois et du Canada. Mais si le même Américain va commettre des crimes en France, il va être jugé selon la loi de la France. Et s'il commet un crime chez lui, aux États-Unis, il va être jugé selon la loi des États-Unis. Et c'était cette logique-là qui était respectée au sein de l'Empire romain. Mais chez les Germains, cette chose-là, cette vision des choses ne s'impose pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été des peuples semi-nomades pendant tellement longtemps que la territorialité des lois, pour eux, ne voulait rien dire.
Donc, on jugeait toujours un personnage selon les lois de son peuple à lui. Alors, si un Franc commettait un crime, on le jugeait selon la loi des Francs. Et si un Burgonde commettait un crime, peu importe si c'est sur le territoire des Francs, il était jugé selon la loi des Burgondes. De ce fait, le concept véhiculé par les populations germaniques, c'était la personnalité du droit. C'est que le droit est associé non pas à un territoire, mais une personne. Et de ce fait, même si de nombreux royaumes vont s'établir un peu partout, au sein du royaume des Francs, par exemple, on va appliquer la loi des Francs seulement pour les Francs, mais les autres populations qui vont déroger à certaines lois vont être jugées selon la loi de leur peuple d'origine. Donc, on applique désormais pour quelques siècles encore la personnalité du droit au lieu de la territorialité du droit. On comprendra évidemment qu'un tel système ne pouvait pas tenir plus que quelques siècles parce qu'il est aussi difficile que possible de l'appliquer. Évidemment, ça prend des spécialistes de différents droits qui cohabitent ensemble dans la même région et ce qui peut amener un certain chaos par la même occasion. Alors, peu à peu, avec le temps, la territorialité du droit va redevenir la norme dans les différents royaumes germaniques après une période de flottement. Mais outre le fait qu'on applique désormais un système qui est la personnalité du droit, il y a aussi le fait que les lois des peuples germaniques vont être beaucoup plus simples. On a affaire ici à des peuples qui ne connaissent pas l'écriture et donc qui n'ont pas un droit écrit. Alors les lois seront beaucoup plus simples, ce seront des codes relativement primitifs qui contiennent des dispositions de droit pénal qui jouent souvent le rôle d'un tarif pénal, c'est-à-dire qu'on fixe la somme, l'amende qu'on doit payer si on commet tel ou tel crime. Autre chose aussi qu'on constate au sein des royaumes germaniques désormais, c'est que la pratique de l'ordalie revient. Rappelez-vous que l'ordalie, c'est le jugement de Dieu. Alors, c'est une épreuve sacrée que la personne accusée doit subir pour prouver son innocence. Alors, reviennent à ce moment-là des épreuves comme l'épreuve du feu, où est-ce que le voleur, celui qu'on accuse, doit mettre sa main dans une marmite pleine d'eau bouillante. Et si, une fois qu'il la ressort, elle guérit au bout de 3 jours seulement, cela prouve son innocence. Et les duels, ce qu'on appelle les duels judiciaires, reviennent à l'époque germanique. Alors, des deux chevaliers qui se combattent l'un l'autre pour prouver leur point de vue. Et celui qui a Dieu de son côté, et donc la vérité va l'emporter nécessairement aux yeux des gens de cette époque-là. Par conséquent, on peut constater qu'il y a régression à bien des écarts au niveau du droit après la chute de l'Empire romain. D'autre part, on assiste aussi à cette époque-là à un changement politique extrêmement important. C'est-à-dire que, alors que l'Empire romain était une république, rappelez-vous que république, ça signifie, respublica signifie chose publique, l'Empire romain appartenait à l'ensemble des Romains. Et de ce fait, l'empereur était simplement celui qui veillait sur l'Empire, mais l'Empire ne lui appartenait pas. Mais pour les nouveaux rois germaniques qui n'ont pas de tradition royale, le royaume est désormais associé à un bien qui appartient au roi. De ce fait, l'État va devenir une chose privée et héréditaire. Ce qui va amener des problèmes lorsque le roi meurt, parce que les biens du roi sont partagés de façon égale entre tous ses fils selon les différentes lois germaniques. Et comme l'État est considéré comme une chose parmi les autres qui appartenait au roi, on va découper le royaume en parts égales ou à peu près égales entre ses différents fils. Ce qui n'est pas du tout la pratique au sein de l'Empire romain ni dans les monarchies qui existent encore de nos jours. Normalement, de nos jours, si on regarde l'exemple de la royauté, la monarchie britannique, le royaume est légué tout simplement à l'aîné parmi les enfants du roi précédent. Et ce n'est pas le cas pour les rois germaniques et ça va poser un problème avec le temps. Mais outre les changements sociaux et politiques que l'émergence des royaumes germaniques va apporter, il y a aussi de nombreux changements culturels qui vont être occasionnés par tout ça. D'abord, il faut mentionner en premier lieu l'émergence des langues romanes. Les langues romanes, ce qu'on appelle les langues romanes, c'est le français,
l'italien, l'espagnol, le portugais ou le roumain. Il y en a d'autres, mais ce sont les principales. Ce sont des langues qui, mélangées avec les langues germaniques qui arrivent dans l'Empire romain, donc vont donner naissance à de nouvelles langues. Alors, le français, par exemple, est issu du mélange entre la langue des Francs, donc un peuple germanique, et le latin. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant de mots d'origine latine dans la langue française. Même chose pour l'italien et les autres langues que j'ai nommées. D'autre part, les nouvelles élites sont les guerriers germaniques qui sont maintenant au sommet de la société. Et ces gens-là, rappelons-le, ne savent ni lire ni écrire et ce n'est pas important pour eux non plus. Ça ne fait pas partie de leur culture. Et qu'est-ce que ça va occasionner? D'abord, plusieurs destructions. Parmi le vandalisme et les destructions occasionnées par les peuples barbares, il y aura entre autres les bibliothèques. Alors, beaucoup de livres vont être détruits à l'occasion de la chute de l'Empire romain. Mais au-delà de ça, ces nouvelles élites ne sont pas motivées par la conservation des écrits gréco-latins et qui va s'en charger à partir de ce moment-là? Ceux qui savent encore lire et écrire, c'est-à-dire les membres du clergé, les prêtres et les moines. Et de ce fait, le clergé va devenir l'unique dépositaire de la culture gréco-latine et les prêtres vont devenir également les uniques dépositaires de l'écrit. Alors, ce sont eux qui vont conserver les écrits et qui vont recopier les manuscrits qui existent encore. Et on doit beaucoup donc à ces premiers prêtres, ces prêtres des premières générations qui vont contribuer à sauver bien des écrits de l'époque romaine. C'est d'ailleurs de là que vient le mot de clerc pour désigner les gens qui s'occupent de l'écriture, comme les administrateurs et les notaires et tout ça. Autre changement culturel non négligeable, la nourriture va changer. Autrefois, en Méditerranée, on mangeait essentiellement du pain arrosé de vin et on consommait également beaucoup d'huile, de l'huile d'olive. Alors, ce trio va être remplacé désormais par la viande, la bière et le beurre. Les vêtements évoluent également, donc on porte désormais des braies, c'est-à-dire des pantalons au lieu des tuniques comme les Romains et les Grecs. D'autre part, on peut porter de plus en plus des vêtements de peau, on délaisse le lin et le cuir et la fourrure vont être davantage à l'honneur dans ces années-là. On assiste également à une évolution dans l'art. Évidemment, pour un peuple qui ne connaît pas la ville, il y a beaucoup d'éléments de la sculpture sur pierre qui vont être abandonnés, de la même façon que l'architecture. Alors, tout ce qui faisait le savoir-faire des Romains par rapport aux dômes, aux arches, etc., ça va être de plus en plus oublié. Alors, évidemment, le savoir-faire pour faire des forteresses va être maintenu, mais les églises de la première époque du Moyen Âge, les églises romaines vont être des églises beaucoup plus trapues avec des murs épais, des petites fenêtres. Donc, il y a des changements au niveau de l'architecture. On s'éloigne des grandes réalisations des Romains d'auparavant. D'autre part, la sculpture est en déclin, à part peut-être la sculpture sur bois, et l'art va aller davantage vers un art animalier, un art de la sculpture sur bois, des parements pour les maisons, et d'autre part, un art davantage naïf, qui n'est pas dénué de charme, mais qui est beaucoup moins élaboré que l'art qui dominait à l'époque grecque et romaine. Et évidemment, on ne peut pas laisser sous silence le fait que la ville entre en déclin à partir de cette époque-là. Évidemment, pour les envahisseurs germaniques, on préfère envahir les villes en priorité parce que c'est là que se concentre le plus de richesses. Alors, beaucoup de villes vont être détruites et peu d'entre elles vont être construites pleinement parce que de toute façon, les nouveaux envahisseurs se méfient de la ville et préfèrent vivre de façon rurale, à la campagne. De ce fait, dans les siècles qui vont suivre, la ville va connaître un déclin important. Beaucoup de villes vont disparaître et certaines autres villes qui étaient importantes ne seront plus que l'ombre d'elles-mêmes. Rome elle-même va avoir plusieurs de ses quartiers qui vont être abandonnés et il y aura beaucoup moins d'habitants au sein de ces anciennes grandes cités. Donc, les royaumes germaniques seront des royaumes de nature bien davantage rurale et ces populations-là vont vivre essentiellement à la campagne.